Donc en général, dans une dynamique de stress post-traumatique, il y a un événement qui provoque un stress d'adaptation, qui, s'il ne s'apaise pas, donc plus l'événement est intense et fort, va se transformer en stress aigu, et on peut dire que ça, c'est quelque chose de physiologique. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas passé les 4 semaines qui font suite à un événement extrêmement brutal, physiologiquement, on est très perturbé. Donc c'est normal. Il faut à peu près 4 semaines pour commencer à s'apaiser physiologiquement. Donc au-delà des 4 semaines, si on n'arrive pas à prendre du recul, entre guillemets, émotionnel par rapport à l'événement, là on commence à aller dans le stress post-traumatique. Et donc il y a une dynamique qui va s'installer, qui est complètement reliée avec l'événement, qui peut provoquer d'autres problématiques. Et ce sont les autres problématiques qui vont prendre le dessus, mais il y a vraiment une problématique de stress post-traumatique. Donc, je vais revenir sur le stress post-traumatique. Donc, quand on est dans le stress post-traumatique, on est au-delà des 4 semaines. Comment on repère un stress post-traumatique chez quelqu'un? En fait, cette personne qui a vécu l'événement, c'est bien plus tard, on peut être 30 ans après d'ailleurs. Pour cette personne, si la guerre est terminée du point de vue de l'histoire, pour elle, elle n'est pas terminée. Donc c'est typiquement les vétérans du Vietnam. Or, un choc, même très brutal, très violent, très choc, enfin, quel qu'il soit, comme c'est passé le 11 septembre chez AZF, une chose, évidemment. Si on est programmé pour s'en remettre. Donc, si le monde nous casse tous, mais certains deviennent plus forts là où ils ont été cassés. Et si on réfléchit plus loin, la nature humaine fait que, au départ, on est certainement l'espèce animale la plus fragile. Et c'est parce qu'on a eu peut-être cette fragilité de départ qu'on a pu développer notre intelligence. Donc, il faut rappeler que normalement, on est plutôt programmé génétiquement pour se remettre d'événements traumatiques. Donc, si on ne se remet pas d'événements traumatiques, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas correctement. Or, l'usage fait qu'on considère un peu trop qu'on ne se remet pas d'un événement traumatique. Donc, il s'agit de voir comment on n'arrive pas à se remettre d'un événement traumatique. Donc, donc l'objectif de soutien psychologique d'un individu qui est touché par un trauma, ça va être de faire émerger cette résilience. Faire émerger le fait que l'apaisement puisse se faire par rapport à l'événement de départ. Donc il faut transformer la blessure en cicatrice. Grosso modo, il va falloir trouver les moyens de mettre et d'archiver dans le passé l'événement. Donc de l'apurer de toutes les dimensions émotionnelles qui y sont associées et qui se réactualisent. Que font les gens qui ont vécu un trauma et qui sont victimes de stress post-traumatique? Eh bien, ils essayent d'effacer l'événement. Donc, ils veulent faire comme si l'événement ne s'était jamais passé. Donc, ils veulent vraiment se déconnecter de ce souvenir et vont faire tout pour éviter tout souvenir. Évidemment, c'est impossible. On peut s'apaiser, mais du point de vue factuel, un événement qui s'est passé, c'est passé. Donc vouloir l'effacer nous met dans une situation de fragilité puisque c'est impossible. Donc comment on fait pour tenter de l'effacer? On veut échapper à des pensées, à des souvenirs douloureux. On cherche à oublier l'affront, l'humiliation, la déception, l'injustice. Enfin, c'est tout un cocktail émotionnel complexe. Et évidemment, quand on y arrive, dans un premier temps, on est soulagé, mais ça ne marche pas. Parce qu'en général, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que les gens ont beaucoup de souvenirs.
L'inhibition, hein, donc on essaye d'inhiber ce qui s'est passé, c'est un processus très actif et l'inhibition, elle est présente quand, par exemple, il y a des cauchemars où là, on ne peut plus bloquer ses pensées, hein, puisqu'on est dans le sommeil, et les cauchemars arrivent. Parce que de ne pas penser à quelque chose, c'est y penser quand même, et y penser encore plus. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On évite les situations qui sont associées au trauma. On fuit les lieux, les personnes, les situations qui sont en lien direct ou indirect avec l'événement. Donc ça nous permet d'être moins stimulés. Qu'est-ce qu'on fait par ailleurs en général? On va demander de l'aide, on va se plaindre, on va chercher à être rassuré. En fait, on peut rentrer dans un processus de victimisation quand par ailleurs on n'arrive pas à chasser le souvenir pour se soulager. Et donc, évidemment, l'effet induit, c'est qu'on s'entretient dans un statut de victime, ce qui participe évidemment à être traité en victime, donc à être fragilisé. Et enfin, autre point qui est remarqué, c'est quand tout ça ne marche pas, on va essayer de donner du sens à ce qui s'est passé. Hein, pourquoi nous, pourquoi moi et on va essayer d'élaborer, on va de nouveau se servir de sa pensée pour trouver du sens, et évidemment on va avoir du mal à trouver du sens. Ou tout d'un coup on peut trouver du sens et ça donne par exemple des anciens miracles qui font les justiciers à la frontière mexicaine et qui se mettent à tuer des gens. C'est un effet induit d'un stress post-traumatique. Que fait l'entourage, par ailleurs, qui va participer à exacerber le stress post-traumatique, parce que bien souvent, avec les meilleures intentions, on peut les pires effets. L'entourage va conseiller au bout d'un temps. Prends du recul, détends-toi, enfin, le travail, c'est pas si bien. Voilà, on n'a pas trop à se prendre la tête pour des problèmes de boulot. Mais la personne, elle est dans l'incapacité de se détendre, hein, puisqu'elle cherche sans y arriver, et qu'elle est dans l'incapacité de dompter son émotion. Qu'est-ce que l'entourage fait d'autre en général? Il va donner des solutions, hein, il va trouver des solutions même radicales. Alors parfois ces solutions sont inapplicables en l'état du stress éprouvé, ou alors parce qu'on agit souvent trop vite, comme avec une mutation, avec des choix de réorganisation, eh bien ça va participer à, comme dans le cas qu'on vient de voir, à fragiliser la personne. Enfin, quelquefois, on ne sait pas quoi faire, hein, on n'a pas de solution à donner, et donc on va finir par ignorer le problème, ou on commence par ignorer le problème, ça dépend de la situation. Et comme on ignore le problème, eh bien, on ne pose pas de limite à la personne stressée, malgré les plaintes qu'elle peut formuler, et donc les plaintes, évidemment, vont augmenter. Et donc, en ignorant le problème, on nie les signes, évidemment, de stress intense. Et donc, en tout cas, on fait l'économie de ne pas en tenir compte. Donc, en général, que se passe-t-il dans l'organisation, hein? Si on repère une situation préoccupante, soit on agit trop vite ou mal, et on voit que nos solutions sont inefficaces, des symptômes persistent, soit on ignore, et évidemment, si on ignore qu'on ne pose pas de limite, évidemment, les symptômes vont se maintenir et s'exacerber. Donc l'absence de réponse, hein, c'est coûteux au niveau des entreprises, de solutions efficaces. Ça crée une ambiance pesante. L'ambiance, au-delà d'être pesante, peut être contre-productive. On constate une dégradation de la santé et de la performance individuelle. Hein. Il y a des alertes des médecins du travail, etc. L'absentéisme qui monte. Et puis, évidemment, ça impacte sur la perception de l'organisation. Donc, on va commencer les salariés à juger le management, la philosophie managériale, enfin, l'organisation. Donc, les défiances, un manque de confiance va monter.
Et puis, sur les équipes concernées, ça va les fragiliser, hein, ça renforce le stress. Le stress est à l'origine de 50% de l'absentéisme. Les chiffres donnent 50 à 60% de l'absentéisme. Il y a quelques études, hein, c'est difficile en France, les statistiques ne sont pas encore sorties, c'est toujours en cours. Mais par exemple, aux Pays-Bas, il faut savoir que un tiers des personnes qui sont inertes au travail le sont pour santé mentale, problème de santé mentale. Si on regarde ce tiers-là, 58% de dépression, de pathologie de santé mentale, hein, par exemple, 58% sont liés à du stress aigu professionnel. Donc, ça, c'est des chiffres que vous trouvez à la RATP? Ça correspond à des chiffres que vous... On n'a pas mené d'études dans ce sens, mais c'est un peu ce que je vois aussi. Et les médecins du travail que disent-ils? Ils disent que depuis 2-3 ans, les plaintes ont considérablement augmenté sur les problèmes de stress au travail. Et l'OMS déclare aussi dans ses enquêtes européennes et mondiales que on anticipe, on enregistre et on anticipe encore et encore une montée des phénomènes de stress. Donc c'est extrêmement coûteux également et pour la santé et sur un plan économique pour les entreprises. Donc notre réponse, nous on dit que vous repérez un cas, ce cas-là vous embarrasse, c'est important de pouvoir faire un diagnostic opératoire. Donc vous avez vu que pour faire un diagnostic opératoire, nous on va regarder tout de suite, on va identifier tous les acteurs impliqués par la situation pour avoir une approche globale, qui est impliqué dans le problème, qui intervient pour le résoudre, et on va regarder qui intervient et qui n'arrive pas à le résoudre. C'est là où on peut être intéressant. Ensuite, on rencontre les personnes qui sont impliquées par la situation car elles essayent d'agir pour l'apaiser. On va recueillir leur point de vue. Et en recueillant leur point de vue, on va bloquer tout ce qui participe à envenimer le problème, à le compliquer et à l'exacerber. Donc, à la suite de ça, on va identifier là où les personnes les plus mobilisables dans le processus de résolution de problème. Là, la situation typique que vous avez, vraisemblablement, vu les contraintes qui sont associées à la situation, il faudrait voir plus du côté de la personne voilà, qui a été en arrêt de travail, comment elle revient, et peut-être là c'est un peu trop tôt. Dans votre situation, les contraintes de votre situation, vous voyez, c'est qu'il y a un vrai problème, vous êtes en sandwich en fait. Donc là, agir directement sur la direction, ça ne marche pas. Et en même temps, là, il s'agit de bloquer et de voir comment différemment, donc on va vous aider à ça. Vous pouvez recueillir différemment la plainte et la filtrer pour effectivement, comme un peu d'ailleurs avec des moyens de communication, vous voyez, on peut toujours dire son embarras. C'est important, dans nos métiers, c'est très important de dire notre embarras. Quand tout d'un coup, on vous délivre quelque chose et que vous ne pouvez rien en faire. Donc ça, c'est la première marche à suivre, parce qu'il faut essayer de responsabiliser les gens. Mais si ça n'est pas suffisant, alors, vous voyez, il est important de manœuvrer un peu plus stratégiquement. Par exemple, votre situation m'a fait penser quand j'ai eu le directeur du magasin, qui éventuellement vous vouliez protéger, mais il était très ambivalent parce qu'il voulait absolument une vérité qu'il ne pouvait pas obtenir. Donc lui s'est rendu compte en fait qu'il commençait, je ne vous donne pas le détail, du scénario qu'il avait fini par monter. Ah oui, d'accord. Terrifiant. C'était, voilà. Mais il s'est amusé, il a fini par s'amuser parce que tout d'un coup il s'est rendu compte qu'il induisait des réponses, qu'il induisait un scénario. Et puis après je l'ai frustré, mais positivement. C'est-à-dire que pour le ramener, j'ai dit écoutez, je suis bien embarrassée parce que j'ai l'impression que vous souhaiteriez la vérité. Je vais vous décevoir, mais si vous nous faites intervenir pour obtenir cette vérité, ça c'est pas dans mon travail, je ne peux pas y répondre. Et même si j'avais l'info, il est probable que je n'ai pas l'info en plus.
Même si je l'avais, de toute façon, évidemment, je ne pourrais pas la transmettre. Et donc là, hop, ça calme. Quand on dit l'embarras, ça, mais c'est pas forcément suffisant. Pardon, juste un petit mot sur le diagnostic. La plupart du temps, ça se traduit par concrètement 2 rendez-vous, en fait. La personne, par exemple, là pour vous, et puis vous, et des RH, ou ça va être 2 fois un rendez-vous pour qu'on puisse commencer à voir ce qui se passe et donner le protocole d'intervention derrière ça. Pour les personnes, parfois, c'est rassurant parce que eux aussi, ils font la rencontre en disant est-ce que j'ai envie de travailler, est-ce que je suis mobilisable, est-ce que je suis prête à faire quelque chose ou pas. Et à ce stade-là, simplement le diagnostic est opératoire parce que, comme le dit Claude, il commence déjà à bloquer. C'est pas juste un diagnostic pour écouter, simplement, on est déjà en train de repérer ce qui se met en œuvre et on commence déjà à bloquer. La personne, un peu comme là ça s'est fait pour certains d'entre vous, où déjà on voit qu'en écoutant, la personne déjà commence à se dire bah tiens ça fonctionne pas, il faut peut-être que je fasse autrement. Et donc, à la suite de ce diagnostic opératoire, on va décider d'une action ciblée, c'est-à-dire une action qui va permettre de commencer à transformer la situation et évidemment à résoudre le problème. Là, en l'occurrence, le cas qu'on cite, c'était très complexe finalement, parce qu'au départ, il était d'ailleurs jugé comme un peu réactif et fragile. Évidemment, la situation qu'il va vivre va encore plus le fragiliser. Et puis finalement, si on regarde ce qui s'est passé, quand les symptômes ont disparu, il a continué à être traité comme un peu incoupable, mais il n'a plus du tout connu de la même façon. Vous savez, bien sûr qu'il faut s'expliquer, mais une fois qu'on s'est expliqué, eh bien, une personne innocente va s'indigner. C'est plutôt chercher à se justifier fait que on est perçu comme ça. Donc, comme il s'est positionné différemment, hop, on a commencé à le considérer autrement. Et ensuite, comme il a mieux su gérer sa frustration, il l'a problématisé différemment. En fait, dans son cas, par exemple, à cette personne, ça suit bien la logique préconisée, l'aphorisme plutôt de Nietzsche qui dit que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Lui, dans son malheur, il a finalement corrigé quelque chose qui était assez fragile au demeurant, c'est-à-dire sa stratégie à vouloir prendre le contrôle, qui m'a bien marché jusqu'à cet événement qui l'a suivi, finalement a été retravaillé d'une autre manière quand il a connu, au travers de cette mutation, tout d'un coup, un problème relationnel. En fait, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de principes, c'était ça qui avait fait sa promotion, les principes, il respectait bien les procédures, etc. Mais comme souvent, quelqu'un qui est très exigeant, qui veut réussir, qui est très exigeant, qui appuie sa réussite sur des procédures, des méthodes, etc., souvent il y a une petite raideur relationnelle qui peut s'opérer. C'est la raison pour laquelle, bien souvent dans des situations de harcèlement, on ne veut pas, on protège parfois dans la hiérarchie un directeur parce que le service est extrêmement performant. Donc évidemment ça ce sont les lectures gestionnaires d'une direction souvent. Donc, en plus ça a été cité, quand la personne est performante et qu'en plus elle est la seule à avoir une compétence, on hésite à 2 fois avant de remplacer la personne. Donc voilà, on fait des régulations sur ce genre de situation. Donc d'un point de vue économique, les budgets, pour vous donner une idée, sur des interventions individuelles, on est sur des interventions qui sont entre 3 000 et 10 000 euros. Et quand il s'agit d'interventions collectives, le coût est plutôt entre 500 et 2 000 euros par participant. C'est généralement en individuel jamais plus de 10 séances sauf cas particuliers. Dans notre formation, ça peut difficilement être parfois 5 à 10 séances ou